Téléspectateurs d'Actuel Média, bonjour. Bienvenue à ce 4e numéro de votre émission Le Mali et ses fiertés. L'émission dédiée à la promotion de ces fils et filles du Mali qui font sa fierté à travers leurs compétences, leurs actions, leur charisme et leur engagement. Nous nous intéressons aujourd'hui à une référence du leadership communautaire. C'est un acteur engagé dans la cohésion sociale, le vivre ensemble et la recherche de solutions de la crise que connaît le pays Dogon et le centre du Mali. Adama Diongo est le président du collectif des associations des jeunes du pays Dogon. Il est aussi entrepreneur culturel. Bonjour Adama. Bonjour M. Ndiaye. Merci pour l'honneur que vous nous faites de nous recevoir chez vous. Merci. Vous avez un mot à l'endroit des téléspectateurs d'Actuel Média. Merci à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant. Merci à la maison même de Actuel Média, vous qui nous donnez cette opportunité de venir nous exprimer et expliquer un peu ce que nous sommes en train de faire pour la communauté, pour la nation. Et c'est vraiment un grand honneur pour nous. Et on remercie et la maison et les téléspectateurs. Alors, qui est Adama Diongo? Merci bien. Adama Diongo, c'est un enseignant, un entrepreneur culturel, comme vous l'avez dit, qui est né en Côte d'Ivoire en 1977, principalement à Tiassalé, et qui, après les écoles primaires, est revenu se trouver au Mali pour pouvoir suivre ses écoles secondaires et supérieures. Et après une maîtrise en droit des affaires, je suis parti faire un master en management des organisations et des ressources humaines à Brazzaville, au Congo, à la faveur d'une bourse d'ailleurs. Et depuis mon retour, je me consacre à l'enseignement, au dessin, à la caricature, la bande dessinée et surtout au combat pour le développement communautaire au niveau local. Vous vous êtes très tôt senti investi d'une mission relative à la communauté Dogon dont vous êtes issu. Qu'est-ce qui explique cela et quelles ont été les premières actions que vous avez posées dans ce sens? En fait, tout juste quand je suis rentré du Congo, j'ai dû remarquer que le pays Dogon est composé de 4 entités, Bandiagara, Bankas, Koro, Douanza, mais que ces lignes administratives imaginaires ont fait en sorte que dans la tête des gens, les gens ne se considéraient plus comme un peuple, mais ils se considéraient comme je suis de Bandiagara, je suis de Koro, je suis de Douanza. Donc, chacun essayait de faire un peu son développement de son côté. Or, les populations sont les mêmes, les problèmes sont les mêmes. Et une meilleure façon de trouver une solution à toutes ces questions qui les assaillent, c'était de voir un programme intégré. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé l'Association pour le développement intégré et durable du pays Dogon, que nous avons communément appelé Dogon Vision, donc qui faisait appel un peu à toutes les forces vives de cette localité, qui en réalité est une spécificité géographique au Mali, une spécificité culturelle et civilisationnelle au Mali. Donc il devrait avoir son propre programme de développement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons mis en place cette organisation. Et depuis, nous sommes en train de faire ce que nous pouvons. Avant le conflit qui a commencé il y a quelques années, on s'était d'abord beaucoup fait remarquer dans la question d'eau. Nous avons fait un peu le tour du pays Dogon pour voir dans les 68 communes, quelles sont les communes qui sont en difficulté par rapport à la question d'eau. Et nous avons trouvé pas moins de 800 et quelques points d'eau qui étaient non fonctionnels. Donc, la première chose, c'était de réhabiliter ces points d'eau et maintenant passer sur les questions d'éducation, de santé, de routes, ainsi de suite. Mais malheureusement, tout ce programme s'est stoppé parce que l'insécurité s'est installée dans la zone et pratiquement rien ne peut être fait maintenant. Donc si je comprends bien, c'est à la suite de cela que vous avez créé le collectif des associations des jeunes du pays Dogon, n'est-ce pas? Effectivement, quand la crise a éclaté,
dans le pays de Gand avec l'invasion des djihadistes, ce qu'on peut appeler les djihadistes, sinon pour nous, entre guillemets, c'est les terroristes. Quand ils ont investi l'espace, Dogon Vision était dans son action. Plusieurs autres associations de jeunes étaient aussi dans leurs actions. Mais nous avons vu que chacune des associations, dans sa propre action, ne pouvait pas avoir un impact décisif sur la crise. Donc il fallait fédérer un peu les initiatives. C'est autour de ça que nous avons créé ce collectif qui au départ regroupait 6 associations. Mais aujourd'hui, Dieu merci, puisque les gens ont vu que c'est l'union qui fait la force, nous sommes à 42 organisations aujourd'hui au sein de ce collectif. Et si vous nous suivez un peu depuis 2018, quand on a mis en place ce collectif, à maintenant, on a fait plein de choses en réalité. Et je crois qu'on aura le temps d'expliquer tout ce que nous avons fait pendant ce temps. Là, on se rend compte que des actions notoires ont été menées. Donc, il m'arrive à l'esprit certaines initiatives, dont l'opération Bol Ley. Pouvez-vous nous en parler? Oui, avant de vous parler de Bol Ley, c'est que quand on a créé le collectif, on s'était donné une mission. Parce que dès le départ, les gens avaient assimilé la crise à une sorte de boomerang. C'est-à-dire quoi? Ils ont stigmatisé une communauté comme bourreau et placé une autre communauté comme victime. Comme si c'était les Dogons qui voulaient, c'est-à-dire éradiquer les Peuls de la zone, ainsi de suite. C'est comme ça que la chose avait été calquée et puis montrée au monde. Donc, on a organisé plusieurs conférences de presse pour expliquer non seulement aux opinions nationales, mais aussi aux opinions internationales qu'en réalité, ce n'était pas ça. La crise, elle est terroriste, les terroristes sont venus. Bon, ils ont pu quand même endoctriner un certain nombre de personnes pour les suivre. Peut-être que ces personnes-là appartiennent à ta communauté. Bon, d'où un peu la stigmatisation, mais au fondamental, c'était une crise terroriste. Donc nous, quand on a vu ça, on a mené plusieurs actions pour un peu essayer de décrypter ça. Après, nous avons vu que la crise continuait. Il y avait des déplacés par-ci, par-là. Donc, une façon de pouvoir régler notre problème à nous, c'était de faire en sorte que ces déplacés aient de quoi vivre. Et quand on a remarqué que l'État et les ONG, malgré leur action, ça ne parvenait pas vraiment à suffire les populations, nous-mêmes, on a pris l'initiative et on a créé ce qu'on appelle Bol Ley. Qu'est-ce que signifie? Bol Ley, c'est bol, c'est le bol qu'on connaît. Ley maintenant, c'est deux bols. C'est-à-dire on a demandé à tous les chefs de ménage du pays de Gand, ceux qui ont surtout pu cultiver, récolter et mis leurs céréales dans leur grenier, d'enlever 2 bols dans leurs céréales, de collecter de ménage à ménage, de commune en commune, de cercle en cercle, faire un stock pour pouvoir soutenir ceux qui n'ont pas pu cultiver. Donc, c'était une sorte de réponse locale, une sorte de manifestation de la solidarité entre les gens pour dire que ceux qui sont en difficulté doivent avoir vraiment besoin d'aide de ceux qui ne sont pas en difficulté. C'est comme ça qu'on a organisé. Dieu merci, l'État nous a soutenus dans cette activité. Le gouvernement même nous a donné plus de 10 tonnes de céréales à travers le commissariat à la sécurité alimentaire. Madame le ministre aussi de la solidarité de l'époque nous a soutenus à travers des appuis techniques de ces départements. Et Dieu merci, on a pu récolter 16 millions et quelques avec cette opération. L'argent qui a servi à acheter des céréales et à redistribuer dans le pays de Gand, dans les sorties communes. Et ça, c'était la phase première. Maintenant, il y a une seconde phase qui va démarrer tout de suite en janvier 2022, qui va consister cette fois-ci à mobiliser au niveau des grandes villes cette action de solidarité envers ceux qui aujourd'hui sont des sinistrés.
Mais est-ce que ces dons touchent particulièrement la communauté Dogon? Non, 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 non. En fait, ces dons ne touchent pas uniquement les Dogons, mais c'est destiné à tous les sinistrés du pays Dogon. Quand vous prenez le pays Dogon, c'est un peuplement en réalité. Un peuplement constitué de Peuls, de Dogons, de Dafin, de Samo, de Sonrai. Même vers Douanza, on a quelques Tamashek. Hein, mais au sein même aussi, il y a des Bambara, des Traoré, il y a beaucoup de gens là-dedans. C'est important de savoir. Voilà, donc le pays Dogon est constitué comme ça. En fait, ce terme ça désigne une entité culturelle en réalité. Une entité culturelle. C'est comme si vous vous rappelez tout de suite Irganda. Tous ceux qui partagent la culture Songhoi se sont réunis pour créer ce qu'on appelle Irganda. Irganda, en Sorin, ça veut dire notre terre. Irganda, notre terre. Bon, dans cette communauté de culture Songhoi, il y a des Tamashek, il y a des Sonrai, il y a des Bella, il y a des Peuls, et ainsi de suite. Donc c'est pareil, seulement ça c'est en français. Le pays Dogon, c'est une entité culturelle et qui aujourd'hui est classée patrimoine mondial par l'UNESCO. Ça c'est intéressant. Effectivement. Parlant de vos initiatives, on a aussi l'initiative Sauvons l'éducation au centre du Mali. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cela? Oui, M. Ndiaye, c'est dramatique. Hein. Cette crise a fait fermer 411 écoles dans les 68 communes du pays de Dogon. La réponse de l'État n'arrivait pas. Nous sommes allés voir les autorités qui nous ont dit qu'ils ont instruit déjà aux académies de prendre des dispositions. Mais sur le terrain, les académies nous ont dit que réellement, elles ont reçu les instructions du ministre, mais que ce n'est pas accompagné de moyens. Nous, maintenant, on a décidé de prendre en charge ces élèves dont les écoles sont fermées. Et il y avait 141 000 élèves. Ça, c'est trop pour la charge d'une organisation associative. Effectivement. Donc, on a essayé de nous concentrer sur les élèves qui doivent faire le DEF l'an dernier. Et ces élèves étaient au nombre de 3500 et quelques comme ça. Donc, on a lancé l'appel. Nous avons trouvé que plusieurs d'entre eux, dont les parents ont les petits moyens, ont pu envoyer leurs enfants ailleurs. Mais 625 élèves étaient toujours auprès de leurs parents. Donc, les parents n'avaient pas les moyens de les envoyer quelque part. Donc, on a pu les récupérer. Mais certaines zones étaient tellement difficiles, ils avaient tellement peur des terroristes qu'ils n'ont pas pu envoyer leurs enfants. Et on a pu prendre en charge 229 élèves qu'on a répartis entre les grandes villes du pays de Dogon. On les a hébergés, on a organisé des cours de rémédiation, on a pris en charge un peu leur situation sanitaire et puis beaucoup d'autres choses. Et finalement, c'est des enfants qui n'avaient même pas des actes de naissance. Hein? C'est le lieu de remercier les juges avec lesquels on a pu manager pour avoir des jugements supplétifs. Voilà, donc on a pu les présenter quand même au DEF. Dieu merci, ils ont fait un score record de 83%, qui était même au-dessus de la moyenne nationale. Et pour cela, nous avons reçu les félicitations des hautes autorités et que je remercie ici. Vraiment, vous ne pouvez être qu'à féliciter parce qu'on a compris que vous avez mené des actions dans le sens de l'alimentation, dans le sens de l'éducation, mais aussi dans le sens de la santé avec Opéra Santé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cela? Oui, Opéra Santé, c'est vrai. Depuis quelque temps, nous sommes en train de regarder comment est-ce que les déplacés qui sont dans les grandes villes de Bankas, de Banyaga, de Koro, de Douanza, même de Sévaré, comment essayer d'apporter une réponse à leurs problèmes sanitaires. Parce que figurez-vous, nous, on a apporté de l'alimentaire à ces déplacés. D'autres ONG l'ont fait. Le président même a envoyé beaucoup. Et sur le point de l'alimentation aujourd'hui, on peut dire que la prise en charge est effective. Mais vous savez que les parents, quand leurs enfants sont malades, sont obligés d'aller vendre ces sacs de mil et de riz pour pouvoir soigner leurs enfants. Donc il n'y a pas un dispositif adéquat pour pouvoir répondre à cette problématique de santé.
des déplacés. C'est pour cela que nous avons vu qu'il va falloir mettre en place quelque chose. Donc on a initié, sous le leadership de Boukari Oumar Guindo, M. Bouki, on a initié une opération qui va, pendant quelques jours, aller voir les déplacés, leur situation sanitaire, leurs conditions sanitaires, les sensibiliser sur les différents comportements à adopter dans les camps des déplacés pour ne pas tomber malade facilement comme ça. Et puis essayer aussi de mener des consultations gratuites et de détecter les maladies qui doivent être hospitalisées, ainsi de suite. Et puis surtout essayer de mettre en place ce qu'on appelle une distribution gratuite de certains nombres de médicaments génériques pour pouvoir faire face à leurs problèmes de santé. Sinon, aujourd'hui, il y a quelques cas même qui sont un peu plus graves, qui sont ces enfants qui ont été traumatisés par les coups de balles, les fusils, les bruits, les crépitements d'armes, et aujourd'hui qui ont besoin d'une prise en charge psychologique même. Donc, on a emballé tout ça dans un programme que vous avez nommé tout de suite, Opéra Santé. Et Dieu merci, c'est quelque chose qui va démarrer en janvier 2022, Inch'Allah. Il y a une autre problématique sur laquelle je souhaiterais que vous vous prononciez, c'est celle de l'insécurité qui prévaut au centre. Oui, monsieur Ndiaye, c'est dommage. C'est dommage aujourd'hui quand vous prenez le centre, quand je le caricature un peu, je trouve que une très bonne partie échappe à l'État grâce à l'action, à cause de l'action des terroristes. Je vous prends seulement la région de Mopti, la région de Bandiagara, la région de Douanza. Ces trois régions comptent 68 communes, comme je vous ai dit. Et sur ces 68 communes, ces trois régions font 108 communes. Sur ces 108 communes, les chasseurs contrôlent 27 communes. Et là où les chasseurs contrôlent, c'est ce que l'État contrôle. Les autres communes échappent à l'État. Ça veut dire que toutes les décisions qui sont prises à Bamako ne sont pas applicables là-bas. Donc, voilà un peu de façon caricaturale si on dépeint la situation. Donc, ça a eu des conséquences tragiques sur la vie des populations. Je vous ai tout de suite dit le nombre d'écoles fermées. Les centres de santé, c'est pareil. Aucun maire rural n'est en poste. Aucun sous-préfet rural n'est en poste. Donc, les derniers maillons de l'État n'existent pas dans ces zones-là. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire est un peu difficile. Mais il y a déjà 2 semaines, après l'attaque de Songo, où on a déploré 31 personnes calcinées. Donc, l'État a vraiment pris les choses à bras le corps. Et là où je vous parle aujourd'hui, il se passe des opérations sur le terrain pour pouvoir anéantir les nids de ces terroristes. Et bon, même si l'armée reste miette là-dessus, nous, quand même, nous avons des informations comme quoi l'action, elle est offensive. Et c'est peut-être une première fois, moi, en observateur de la crise, c'est une première fois que je vois l'armée déployer cette quantité, cet effort, cet engagement pour aller chercher les terroristes dans leur nid. C'est la première fois. Parlons d'information, vous avez créé le site d'information www.lepaydogon.net. Quel était le but? Voilà. Là aussi, tout est parti de la crise, parce que j'ai dû remarquer que souvent les presses internationales, quand elles veulent avoir des informations sur le Mali, bon, elles s'approchent des personnes qui ne connaissent pas en réalité la zone, qui ne font que spéculer là-dessus. Donc, nous avons trouvé nécessaire de créer un site et de pouvoir collecter les vraies informations jour par jour et les publier sur le site. Comme ça, les médias internationaux qui veulent avoir ces informations sur le pays et sur le centre n'auront plus besoin d'aller appeler les gens par-ci par-là pour se faire mentir. Donc, plusieurs fois, les gens nous sont revenus pour dire que, en réalité,
l'information que vous diffusez sur www.lepayisdegon.net, on l'a vérifié et réellement c'est correct et tout. Bon, ça nous remonte le moral. Donc c'est pour ça que ça avait été créé et aujourd'hui c'est en train de faire un peu sa mue pour aller vers une sorte de site d'information générale sur toutes les questions qui assaillent l'actualité malienne. Suite au problème conflictuel avec la communauté Peul, est-ce que vous entretenez des relations avec des collectifs Peul allant dans le sens de l'apaisement et de la cohésion nationale entre ces deux communautés? Oui, en fait, on a eu plusieurs cadres d'échange avec la jeunesse Peul. Principalement la jeunesse Tapital Poulakou et la jeunesse Guina Dogon ont mis en place un cadre d'échange périodique qui fait que à chaque étape, ils font un peu l'analyse des situations et voir qu'est-ce qu'il faut entreprendre pour ne pas que la crise puisse vraiment impacter négativement, dangereusement la cohésion entre ces deux communautés. Parce qu'il faut le rappeler, la crise, comme je l'ai dit au départ, elle n'est ni communautaire, ni ethnique, ni raciale. La crise que nous vivons aujourd'hui au centre est une crise terroriste. Les terroristes sont venus de loin, ils sont arrivés, ils ont atterri dans la zone, ils ont pu convaincre un certain nombre de personnes pour les suivre dans leur entreprise et ça a amené ce que ça a amené et tout le monde a essayé de s'organiser pour se défendre. Voilà comment ça s'est passé. Maintenant, pour que ça n'aille pas jusqu'à détériorer de façon irréversible les liens entre les communautés, il y a toujours eu ce cadre d'échange entre la jeunesse Guina Dogon et la jeunesse Tapital Poulakou. Plus loin, les deux grandes organisations, même les deux bureaux nationaux, Guina Dogon et Tapital, se voient régulièrement pour réfléchir sur la crise et puis voir, parce que de toute façon, un jour ça va finir. Quand ça va finir, il ne faudrait pas que ça ait laissé des pots trop cassés pour qu'on ne puisse pas recoller. Donc si les morceaux sont trop disparates, donc ça va être difficile. Donc c'est pour prévenir des choses comme ça que régulièrement il y a ce contact entre les deux communautés. D'accord. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons que vous êtes sur Actuel Média et nous avons comme invité aujourd'hui Adama Django, président du collectif des associations des jeunes du pays d'Oran. Comme nous le disons tantôt, il est aussi entrepreneur culturel. Vous avez initié le FESCAB. Comment est venue l'idée de cette initiative? C'est un rêve. C'est un rêve que j'ai pu réaliser avec l'aide de M. Amagono Saï, qui est le directeur de publication du journal Espoir. En fait, comme je vous ai dit, j'étais de passage à Brazzaville pour ma formation en master. Et une fois, j'ai eu un congé. Je suis allé à Yaoundé, au Cameroun. Et là, j'ai coïncidé avec ce qu'on appelle le FESCARIL, le festival de l'humour et de la caricature de Yaoundé. Et vous savez quoi? J'ai découvert que c'est un Malien, Papa Nambala Diawara, qui était le premier de ce festival, qui était le meilleur dessinateur de ce festival. Il était tiré par-ci, par-là, par les médias, il donnait des interviews par-ci, par-là. Mais j'ai dit, attends. Après, on me dit, c'est un Malien. J'ai dit, un Malien? Je l'ai approché, j'ai dit, mais on a échangé, mais on ne se connaît pas au Mali. Non, il n'est pas connu au Mali. Lui, il est en France, il fait ses trucs là-bas. Il dit, mais bon, au Mali, de toute façon, il n'y a pas un espace comme ça. Hein. Voilà pourquoi je me nourris l'idée depuis là-bas. Je dis, le jour où je vais revenir au Mali, je vais créer cet espace, un festival, pour que les jeunes dessinateurs qui sont au Mali, qui font de très belles œuvres, des jeunes très talentueux, qui font des prouesses à l'international mais qui ne sont pas connus au Mali, de pouvoir avoir un espace au Mali, hein, de créativité, de création, pour que le public malien puisse les connaître. Voilà comment est venue l'idée. Dieu merci, quand on a lancé la première idée, le ministère de la Culture a trouvé l'idée innovante et nous a soutenus. Ça a été vraiment grandiose. Depuis lors, chaque 2 ans, nous le faisons et nous
avons déjà réalisé 3 éditions et en 2022, il y aura la 4e édition. Inch'Allah. Inch'Allah. Justement, l'Afrique a été représentée par le Mali à travers votre personne au Canada, dans le cadre du grand festival de dessin du Canada. Qu'est-ce que pouvez-vous nous en dire plus? Oui, en fait, le festival 1001 visages de Québec, c'est le plus grand festival canadien et le 2e plus grand festival sur le continent américain, après le Cartoon Week de Floride. En fait, ces gens nous ont découvert comme ça sur la toile, puisque quand nous faisons nos éditions, nous publions un peu nos rapports, nos activités, ils nous ont découvert sur la toile et ils nous ont contactés. Ils ont voulu savoir un peu ce que nous faisons et nous on a expliqué aussi ce que nous faisons, ça les a intéressés. Et cette année, le 25 mai passé, lors de la journée internationale de l'OUA, nous avons eu à présenter 11 caricatures qui font l'état de l'Afrique depuis son indépendance à maintenant. Quel est l'état d'esprit? On l'a fait même en présence d'Actuel Média ce jour-là. Et je crois que c'est cette petite vidéo réalisée qui a attiré l'attention encore plus de ce festival canadien. Et qui nous a clairement dit, ils ont fait un checking un peu entre les différents festivals qui se passent sur le continent. Ils ont trouvé que nous sommes plus représentatifs que d'autres. Donc c'est à ce titre-là que nous avons été invités à aller représenter l'Afrique. Et c'était vraiment bien parce qu'on a eu la charge d'expliquer la caricature africaine, son parcours, et vraiment ses besoins, son danger surtout, parce que la caricature est très dangereuse en Afrique. Quand vous la faites, vous êtes toujours exposé parce que les dirigeants n'ont pas cette culture de se voir toujours dessiner dans la presse. Donc, c'est pas comme en Europe où ça peut passer facilement. Et en Afrique, il y a cette tension entre les caricaturistes et les dirigeants. Donc, on a dû parler de tout ça. Maintenant, dégager des perspectives de coopération entre ce grand festival et notre petit festival qui, dans les jours à venir, les Maliens vont voir ce que ça va donner. Mais est-ce qu'avec les 3 éditions passées, est-ce que ces 3 éditions vous ont permis de faire découvrir certains talents en bande dessinée? Effectivement, quand on a commencé, les 3 premiers qui ont été distingués dans notre festival, je crois que automatiquement, ils ont eu des partenaires à l'international. Et aujourd'hui, c'est des jeunes qui s'en sortent très bien, que nous-mêmes, on ne voit plus d'ailleurs. Pourquoi? Bon, ils se promènent de festival en festival, de pays en pays. Il y a un qui était tout de suite à Ouagadougou, qui a remporté le 2e prix d'un grand festival international de dessin. Et il y a l'autre qui, la semaine passée seulement, était à Dakar, qui a remporté aussi. Donc, c'est les jeunes qui ont pu avoir des partenariats grâce au FESCAP. Et ça, on s'en réjouit parce que l'objectif, c'était ça en réalité. Les faire sortir de cet anonymat-là, alors qu'ils font de très belles choses et que les Maliens ne connaissent pas, l'international ne connaît pas. Vous avez quand même le mérite de les avoir aidés à trouver leur voie, on va dire. Oui, vraiment ça, on s'en félicite. Et puis, nous pensons que dans l'avenir, on veut faire plus parce qu'à partir de ces jeunes, il y a beaucoup d'autres maintenant qui se sont intéressés au dessin. Parce qu'ils sont sortis. Au Mali, il n'y a pas une école de caricature. Il n'y a pas une école de bande dessinée. Donc, lors de nos festivals, qu'est-ce que nous faisons? Les grands caricaturistes ou les grands BDistes qui ont fait des écoles dans d'autres pays, on les invite à venir former nos jeunes. Et lors de ces formations, ils ont vraiment eu l'engouement parce que les gens pensaient que le dessin ne faisait pas nourrir. Alors que c'est faux. Le dessin, je peux dire que c'est la chose qui peut aujourd'hui ouvrir la porte grandement à un jeune plus que beaucoup d'autres choses.
Imaginez seulement qu'un jeune dessinateur, que son dessin soit coté uniquement à un festival, à un niveau standing bien élevé, et demain vous retrouvez le même dessin à Tokyo. Après-demain, vous trouvez le même dessin à Los Angeles, c'est fini, il est parti. Vous ne le retrouvez même plus. Il sautera d'avion en avion comme ça. Donc, ça fait vivre l'homme. Seulement, il faut trouver les voies et les moyens pour pouvoir les faire découvrir aux gens. Effectivement. Monsieur Django, à travers votre engagement, bon nombre de personnes pensent que vous êtes une fierté nationale, comme nous aussi nous le pensons. Comment est-ce que vous prenez cela? Avec beaucoup de modestie, parce que je me suis dit, en entendant des choses comme ça, que non seulement on n'a plus droit à l'erreur, on doit foncer sur ce que nous sommes en train de faire, mais que ces reconnaissances et ces mérites que les gens témoignent envers nous aussi, c'est peut-être le résultat d'un travail. Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est d'avoir changé la perception que les gens ont eue de ce conflit au départ, le conflit du centre. Au départ, les gens ont compris que, et ça les médias même y ont participé, hein, parce que surtout les médias internationaux ont travesti ce conflit, l'ont présenté comme une opposition entre communautés. Et Dieu merci, aujourd'hui, grâce à nos actions, on a pu changer la perception du monde sur ce conflit. Et aujourd'hui, tout le monde sait que c'est un conflit terroriste et le monde entier est en train de s'unir pour combattre et que nous revenions dans la paix, dans la cohésion sociale et dans la réconciliation surtout des cœurs. C'est ce qui est important et c'est ma plus grande satisfaction en réalité sur le plan du combat communautaire. Donc, votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est adressé un peu à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis et leur dire que le merci c'est à eux, parce que si nous avons le courage de dire qu'on va participer à une émission, c'est tout simplement parce qu'on a pensé que quelqu'un va nous suivre. Donc vraiment merci à eux, merci à la direction de Actuel Média, merci à notre technicien qui derrière la caméra est en train de faire tout pour que nous soyons vus, mais lui il est caché. Merci à vous aussi monsieur Ndiaye et surtout merci au peuple malien. Là, c'est le dernier mot. Gardons le cap et engageons-nous de façon patriotique dans ce combat de la jeunesse et du développement. Et c'est ce qui gagne en réalité. Donc, nous disons merci effectivement à notre technicien. C'est vrai, on ne le connaît pas, mais il s'agit de Kassim Diabaté. Donc, téléspectateurs d'Actuel Média, le Mali et ses fiertés, c'est fini pour aujourd'hui. C'est avec un grand plaisir que nous avons fait cette interview avec Adama Django, président du collectif des associations des jeunes du pays d'Ogon. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de cette émission. Et d'ici là, excellente suite de programme sur Actuel Média.